Bonjour, je suis Rodrigue Yossa. Je suis heureux de vous accueillir une fois de plus sur All About Aquaculture. Il y a quelques années, j'ai présenté un projet à la conférence du World Aquaculture Society à Montpellier en France. C'était précisément en 2018 et ma présentation portait sur Managing Aquaculture Projects, comment gérer les projets d'aquaculture. Et l'année dernière, j'ai fait la même présentation en anglais que j'ai placée sur le site All About Aquaculture. Et j'ai reçu beaucoup de bons commentaires, il y a eu des centaines de vues. Mais parmi les commentaires, on m'a précisé de penser aussi à faire cette présentation en français. Alors aujourd'hui, la présentation va porter sur le même sujet, comment gérer les projets d'aquaculture, mais en français cette fois-ci. Dans la présentation, je vais me focaliser dans un premier temps sur la définition d'un projet et la différence qu'il y a entre un projet, un programme et un portefeuille et comment ces trois-là sont liés. Ensuite, je vais parler de l'équipe de gestion du projet. Comment est-ce qu'elle est constituée, quels sont les rôles des uns et des autres, avec un accent particulier sur le rôle du gestionnaire de projet. Et après cela, je vais parler de quelques outils de communication et de travail le gestionnaire de projet peut utiliser pour bien faire son travail et pour se rassurer que le projet permet d'atteindre les résultats, les produits et les services qui sont planifiés. J'espère que la présentation vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. Merci. Comment gérer les projets d'aquaculture? Cette présentation est fondée sur les informations contenues dans le guide de gestion de projet, en anglais, A Guide to the Project Management Body of Knowledge, publié par le Project Management Institute aux États-Unis. Et sur le fait que j'ai l'expérience en gestion des projets en Afrique, en Asie et en Amérique du Nord. Par exemple, j'ai géré un projet de 4,8 millions de dollars qui portait sur le développement de la pisciculture de l'omble chevalier au Canada et ce projet impliquait 8 provinces et à peu près 60 parties prenantes. Mais avant qu'on aille dans le vif du sujet, ce serait bien qu'on parle de la relation qui existe entre le portefeuille, le programme et le projet. Et ensuite, on va se focaliser sur les projets seulement. Un portefeuille, c'est un ensemble de projets, de programmes, de sous-portefeuilles et opérations gérées en tant que groupe pour atteindre des objectifs stratégiques. Et quand on parle de stratégie, en général, c'est au niveau de l'organisation. Donc, c'est au-dessus des programmes et des projets. L'exemple qu'on pourrait prendre pour une organisation fictive paysanne locale à Bafa au Cameroun, ce serait par exemple le département d'aquaculture de cette organisation. Ça pourrait être un portefeuille. Et dans le portefeuille, on pourrait avoir plusieurs projets, plusieurs programmes. Et un programme, c'est un groupe de projets, sous-programmes et activités de programmes connexes gérés de manière coordonnée pour obtenir des avantages non disponibles en les gérant individuellement. Donc ici, le mot connexe est important parce que ça montre la relation qui existe entre les projets et les sous-programmes qui sont contenus dans le programme. Et on parle d'avantages aussi au niveau des programmes, pas de résultats ou de produits, mais d'avantages. Et les avantages d'un programme peuvent être déjà réalisés à la fin du programme, mais peuvent aussi être réalisés à la fin du programme ou après que le programme soit terminé. Parce que là, un programme, c'est pas quelque chose qui dure juste quelques jours, quelques mois, mais les programmes en général, c'est pour plusieurs années, plusieurs décennies. Ce qui fait que les avantages peuvent toujours continuer à être enregistrés, à être observés, même à la fin du programme. Et dans le même exemple de tout à l'heure, le programme pourrait être le groupe de reproduction des poissons, par exemple, dans le département d'aquaculture de l'organisation paysanne localisée à Bafra au Cameroun. Et dans ces programmes, il y a souvent plusieurs projets, comme je l'ai dit. Et un projet, c'est un effort temporaire entrepris pour créer un résultat, un service ou un produit. Et on va revenir sur tous ces détails-là, mais il est important de regarder, de prêter attention sur les mots comme temporaire et créer ici. Et un exemple, en suivant la même lancée que précédemment, serait un projet financé par la Banque mondiale visant à créer une écloserie de poissons dans la ville de Bafra, en région de l'Ouest Cameroun.
Voici un schéma qui présente les relations qui peuvent exister entre les portefeuilles, les programmes et les projets. Donc, comme on a dit tout à l'heure, le portefeuille, c'est au niveau stratégique. Mais dans les portefeuilles, on peut avoir des projets directement. Mais en général, on passe par des programmes et dans les programmes, il y a des projets. Maintenant, on va se focaliser sur les projets et à partir d'ici, parler essentiellement des projets avec un accent particulier sur les applications au niveau de l'aquaculture. Donc, je redéfinis le projet, c'est un effort temporaire entrepris pour créer un résultat, un service ou un produit. Le mot temporaire ici fait allusion au temps, au fait qu'un projet est limité dans le temps. Donc, il y a un début et il y a une fin. Je me rappelle quand je travaillais au Cameroun et quand on était impliqué dans les projets, quand on nous annonçait que le projet allait se terminer, c'était la catastrophe pour nous, c'était comme si on avait échoué. Pourtant, ce n'est pas le cas. Un projet doit se terminer parce qu'il y a une date de lancement, il y a une date de clôture. Mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont impliqués dans le projet vont cesser de travailler, ils iront au chômage. Mais ça veut plutôt dire que les résultats, les services et les produits du projet peuvent permettre qu'on développe de nouveaux résultats ou qu'on mette sur pied d'autres projets, d'autres programmes. Le mot effort ici fait allusion au fait qu'il y a des activités et pour chaque activité, il y a un budget attaché. Donc, dans le cadre du projet, on réalise des activités avec des budgets et les résultats, les services et les produits représentent en fait la portée des projets, du projet. Donc, c'est ça qui permet aussi de réaliser les objectifs du projet. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on va se focaliser sur l'exemple du projet financé par la Banque mondiale au Cameroun pour établir une écloserie. Et c'est quoi gérer un projet en fait? C'est appliquer les connaissances, les compétences, les outils et les techniques aux activités du projet pour répondre aux exigences du projet. Et ça se fait généralement à travers 5 processus bien détaillés dans le livre du Project Management Institute que j'ai présenté en introduction. Il y a le processus de lancement, le processus de planification, le processus d'exécution, le processus de clôture et le processus de surveillance et de contrôle. Donc, ces processus-là, dans une diapositive plus loin, je vais vous présenter à quel moment chacun de ces processus commence et à quel moment ça pourrait se terminer. Mais on remarque déjà que le processus de surveillance, lui, il intervient, il commence pendant le lancement et il se poursuit pendant l'exécution précisément. C'est quoi un processus de gestion du projet, tel que présenté par le Project Management Institute? C'est en fait un ensemble d'outils et de techniques utilisés pour appliquer les compétences et capacités de gestion qui assureront le déroulement efficace du projet tout au long de son cycle de vie. Là, on a parlé du cycle on va parler du cycle de vie un peu plus loin, mais on peut déjà voir que le processus de lancement ou initiation process est réalisé pour définir un nouveau projet ou une nouvelle phase dans un grand projet qui a plusieurs phases en obtenant l'autorisation de démarrer le projet ou la phase. Ça, cette autorisation-là est généralement donnée par le sponsor. Donc, pour notre cas, ça pourrait être la Banque mondiale. Et c'est dans cette étape-ci aussi, ou ce processus, que on procède à la sélection du gestionnaire du projet et de l'équipe de projet et que la charte du projet, qui est le contrat qui lie l'équipe de projet et le sponsor est signé. Donc, cette charte du projet est signée pendant ceci et ça donne de l'autorité aussi à l'équipe de projet et au gestionnaire du projet. Ensuite, cette équipe de projet procède au processus de planification qui est nécessaire pour établir la portée du projet, affiner l'objectif et définir le déroulement des actions. Donc, c'est ici que toutes les activités sont planifiées, les budgets sont alloués aux différentes activités, les responsabilités sont données aux personnes qui vont exécuter les activités. Donc, tout ceci aboutit à un plan de gestion du projet qui est un document bien élaboré. Et après cela, on a le processus d'exécution qui est réalisé pour terminer le travail défini dans le plan de gestion du projet afin de répondre aux spécifications du projet.
Donc, c'est ici que vraiment les activités sont mises en place, sont exécutées et que à chaque fois le processus de suivi et de contrôle se rassure que les activités sont exécutées selon les normes légales, mais aussi selon les indicateurs de succès qui sont établis lors de la planification du projet. Donc, le processus de suivi et de contrôle est nécessaire pour traiter, examiner et réguler l'avancement et la performance du projet. Et une fois que tout ceci est fait, on passe au processus de clôture qui peut commencer bien avant, bien sûr, parce que quand une activité est complétée, le processus le processus de clôture pour cette activité bien précise est déjà exécuté pour finaliser l'activité ainsi que toutes les autres activités connexes dans tous les groupes de processus afin de clôturer formellement le projet ou la phase ou l'activité du projet. Donc, le cycle de vie d'un projet peut se focaliser juste sur une phase. Donc, on a un projet qui a ces 5 processus comme on a présenté tout à l'heure, mais on peut aussi avoir un projet à triple phase où on exécute tous les 5 processus dans chaque phase, mais ce n'est que quand on a clôturé une phase que la prochaine phase commence. Mais on peut avoir aussi un projet à double phase qui se chevauche. Et là, ça veut dire que les 4 premiers processus sont exécutés, mais pendant la clôture, les résultats, les services et les produits permettent de commencer directement l'autre phase du projet. Et chaque phase du projet ici, comme vous le remarquez, est exécutée comme un projet à part unique. Le cycle de vie du projet, proprement dit, à quel moment est-ce que chaque processus est exécuté? Dans ce graphique-ci, on va présenter comment le niveau d'interaction des processus en fonction du temps. Donc, par exemple, si on prend le processus de lancement, il commence au début du projet, clairement, et continue jusqu'à un moment où le projet commence à être exécuté. Et on a le processus de planification qui, une fois qu'on a donné l'autorisation au gestionnaire et l'équipe de gestion en train de se former, la planification commence et se poursuit tout au long de la vie du projet jusqu'au moment où les activités de clôture commencent. Et l'exécution, une fois qu'on a planifié quelques activités, comme par exemple recruter un comptable, si on a recruté le comptable, si on peut, on commence à exécuter le recrutement du comptable. Donc, les trucs comme la dotation et tout commence relativement tôt et se poursuit aussi tout au long du projet. Mais à un moment donné, l'exécution s'arrête pour que la clôture commence. Et le processus de clôture commence précisément lorsque les activités sont exécutées, donc quand l'exécution des activités est à son pic, et bien entendu se poursuit jusqu'à la fin du projet. Et c'est en fait ce processus qui clôture le projet. Et quand on dit que le projet est clôturé, il y a une séance de clôture où le projet est fermé, tous les produits, services et résultats sont transférés aux bénéficiaires. Quel est le rôle vraiment de l'équipe de gestion d'un projet? Et on va revenir sur sa composition plus tard. Mais le rôle de l'équipe de gestion du projet, c'est en fait d'identifier les besoins du projet, de répondre aux besoins et aux préoccupations et attentes des parties prenantes. Donc, il faut se rassurer qu'il y a une bonne communication avec les parties prenantes pour savoir quels sont leurs besoins, comment ça évolue et quelles sont les procédures qui sont mises en place pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Parce qu'en fait, gérer un projet, ce n'est juste pas les résultats et les produits, mais un projet, en fait, c'est pour apporter quelques avantages, quelques bénéfices à travers des résultats, des services et des produits aux parties prenantes. Donc, les parties prenantes jouent un rôle très important ici et l'équipe de gestion doit tenir compte de l'évolution de leurs besoins, leurs préoccupations et leurs attentes. Et comme je l'ai dit, il fallait mettre en place et maintenir une communication active entre les parties prenantes et gérer ces parties prenantes pour répondre aux exigences du projet et créer les livrables du projet. Et il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est équilibrer les contraintes dans un projet. Et quand on parle de contraintes, il y a la portée, la qualité, le temps, le budget, les ressources humaines, les ressources matérielles et les risques. Tout cela, il faut que l'équipe de gestion gère. Et on ira dans les détails dans quelques minutes. Alors, j'ai parlé de l'équipe de gestion, mais qu'est-ce qui constitue vraiment cette équipe de gestion? Ici, on a l'équipe de gestion de projet et les parties prenantes dans le diagramme.
l'équipe de gestion de projet a à son centre de gestionnaire du projet, mais il y a aussi une équipe de projet qui appuie le gestionnaire du projet, notamment un assistant gestionnaire du projet, le comptable, le secrétaire et parfois le leader pour le contrôle, le suivi et l'évaluation. Il y a d'autres membres qui peuvent être les personnes qui sont impliquées dans le projet parce que ces personnes ont de l'intérêt ou du pouvoir sur le projet. Par exemple, les scientifiques qui contribuent avec la science, les pisciculteurs qui vont acheter les produits de l'écloserie, les fonctionnaires qui vont faire la vulgarisation des approches d'écloserie qui seront développées à travers le projet, mais aussi le sponsor. Le sponsor fait partie de l'équipe du projet parce que le sponsor, lui, c'est lui qui fournit généralement les fonds pour gérer le projet et il est important qu'il ait quelque chose à dire pendant les réunions de l'équipe de gestion du projet. Mais autour de cela, de toute cette équipe de projet, il y a bien entendu les parties prenantes. Donc l'équipe de projet travaille avec les parties prenantes pour influencer le projet et permet que les résultats du projet soient mis à la disposition de toutes les parties prenantes. Et dans tout cela, le gestionnaire de projet, lui, son rôle précisément, c'est de diriger l'équipe chargée de réaliser le projet. On parlait tout à l'heure de gérer les contraintes. Si on se focalise seulement sur le budget et les ressources, on voit très bien dans ce diagramme qui, en fait, porte sur les coûts et niveaux de dotation et en fonction du temps. On se rend compte qu'au début du projet, ces coûts et ce niveau de dotation sont faibles, mais au fur et à mesure que le projet avance, l'achat du projet est signé et que l'organisation et la préparation des activités du projet sont exécutées, on se rend compte que les coûts et niveaux de dotation augmentent graduellement et ça prend vraiment de l'ampleur pendant la phase d'exécution du projet et commence à baisser, surtout quand on arrive au niveau des livrables qui sont acceptés, ça baisse de façon drastique et les documents du projet sont archivés. Donc les coûts sont terminés une fois que les coûts et niveaux de dotation sont terminés une fois que le projet est clôturé. Toujours dans la gestion des contraintes, donc du budget, des ressources par exemple, ce diagramme lui présente le niveau de risque, donc comment les risques et incertitudes évoluent en fonction du temps dans un projet et comment les coûts de changement pour pouvoir répondre à ces risques et incertitudes aussi évoluent. Donc au début du projet, les risques sont élevés. Donc on vient de recruter un gestionnaire de projet, on ne sait pas s'il va pouvoir monter une bonne équipe, s'il va s'adapter au projet, s'il va comprendre l'esprit dans lequel le projet a été discuté initialement avec le sponsor, etc. Donc le risque est élevé. Et à ce niveau-là, si un gestionnaire de projet s'en va, le coût pour le changement, par exemple, est moindre. Mais au fur et à mesure que le projet évolue, les risques sont maîtrisés parce que les gens apprennent à travailler ensemble, on comprend le projet, les parties prenantes sont impliquées dans le projet et ceux qui ne sont pas intéressés sont partis et tout. Et cependant, puisqu'on a déjà investi beaucoup sur la formation, les gens sont habitués à travailler ensemble, tout changement au niveau, par exemple, du gestionnaire du projet ici, c'est un grand risque. Et les coûts pour prendre un nouveau gestionnaire de projet qui viendra, qui va travailler dans l'esprit qui a été initié par les autres, c'est difficile. Donc, les coûts de changement sont plus grands lorsque le projet est avancé. Et tout cela, le gestionnaire du projet et l'équipe de gestion du essayer de jouer avec et d'essayer de maintenir ces contraintes à un niveau relativement bien gérable. Et une façon de gérer les parties prenantes, donc d'établir une bonne communication entre les parties prenantes, c'est d'utiliser certains modèles de classification pour analyser les parties prenantes. Et ces modèles de classification-là permettent de savoir quel genre de communication avoir avec les parties prenantes. Par exemple, on a vu beaucoup de cas où après une réunion de groupe ou une assemblée, on envoie un email général avec les rapports, tout ce qui s'est discuté à toutes les parties prenantes. Parfois, c'est des grands documents et c'est pas tout le monde qui est intéressé à lire les grands documents. Un pisciculteur n'a pas le temps de lire 50 pages, mais il a besoin de voir un tableau ou un graphique seulement. Donc, en classifiant les parties prenantes en utilisant certaines grilles précises, on parvient à développer une façon de communiquer qui est adaptée à chaque groupe de parties prenantes. Par exemple, il y a des grilles de puissance et intérêt, des grilles de puissance et influence et des grilles d'influence et d'impact.
On va se focaliser sur la grille de puissance et intérêt qui permet de regrouper les parties prenantes en fonction de leur niveau d'autorité, en fonction du pouvoir que ces parties prenantes ont sur le projet et de leur implication active dans le projet, donc à partir de l'intérêt que ces gens portent sur le projet. Parce qu'une personne qui a de l'intérêt dans quelque chose, généralement, s'implique bien. Et là, ici, on a le pouvoir élevé ou faible, et là, on a l'intérêt faible ou élevé. Donc, les parties prenantes qui ont un pouvoir élevé dans un projet et qui ont un intérêt faible doivent être gardées satisfaits. Un peu comme les politiciens qui sont dans des positions qui ont le pouvoir parfois de fermer un projet dans une région, mais ne sont pas très impliqués dans le projet, ce qui fait qu'on a un intérêt faible. Il faut les garder satisfaits, les informer comme il faut. Chaque fois qu'ils posent des questions sur le projet, ils doivent avoir des réponses. Ceux qui ont un pouvoir faible et un intérêt faible, généralement comme l'administration publique qui, bien entendu, appuie le projet et tout, mais n'a pas toujours les moyens d'aller partout, le projet se passe et ainsi de suite. Eux, il faut les surveiller parce que du jour au lendemain, leur pouvoir peut changer, leur intérêt peut changer. Par exemple, un ingénieur qui n'est pas très actif dans le projet, qui ne montre pas d'intérêt, peut être nommé ministre. Et subitement, il se retrouve dans une autre catégorie. Donc, il faut rester en contact avec ce groupe aussi et les surveiller et les maintenir dans la loupe pour avoir une bonne communication. Aussi, il y a des parties prenantes qui ont beaucoup de pouvoir et beaucoup d'intérêt. Là, par exemple, c'est le sponsor, la Banque mondiale. Il faut les gérer de près, se rassurer qu'on a des réunions régulières avec ce groupe et que toute l'information pertinente est transférée dans ce groupe de parties prenantes. Et il y a aussi des parties prenantes qui ont un pouvoir faible sur le projet, mais qui ont un intérêt élevé. C'est comme les bénéficiaires, les pisciculteurs qui veulent acheter les alevins. Là, il faut tenir ces groupes-ci informés parce que s'ils sont informés de l'évolution du projet et des résultats des produits et des services, ils seront préparés pour pouvoir en bénéficier. Donc, à travers cette présentation, on se rend compte que le besoin pour les compétences en gestion des projets, c'est réel et que ce n'est pas seulement au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau des organismes de recherche et des universités, dans l'industrie de l'aquaculture et dans les organisations de développement. On a besoin réel de bons gestionnaires de projets. Et il ne suffit pas seulement d'avoir un diplôme dans le domaine, d'avoir beaucoup d'expérience dans le domaine pour se prévaloir être un bon gestionnaire de projet. Donc, il y a des outils, il y a des façons de gérer les contraintes, il y a des façons de communiquer avec des parties prenantes qui marchent, sont des bonnes pratiques qui ont été établies par le Project Management Institute et beaucoup d'autres organisations nationales et internationales qui se préoccupent de la qualité de la gestion des projets. Cette présentation a été sponsorisée par Aquexpert International et BioUnique et j'en profite pour remercier le Project Management Institute qui m'a certifié il y a quelques années comme PMP, Project Management Professional. Comme vous l'avez remarqué, cette présentation était en fait une introduction à la gestion des projets d'aquaculture. On n'a pas pu couvrir tous les sujets. Mais au moins, maintenant, vous avez une idée de ce que ça prend pour se prévaloir être un bon gestionnaire de projet. Quels sont les outils qui sont disponibles pour le gestionnaire de projet et comment est-ce qu'on peut procéder pour bien communiquer afin d'atteindre les objectifs du projet. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous inviterai à vous abonner massivement à cette chaîne All About Aquaculture et à aimer les vidéos si vous les trouvez pertinentes. Merci.